They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. C'est ce qu'on appelle une cuvée exceptionnelle. On connaît désormais les légendes qui vont intégrer le Hall of Fame en 2023. Gasol, Wade, Nowitzki, Popovich, mais aussi un certain Tony Parker. Après ses 4 titres de champion NBA, Balance-toi et Premier Love, Tipeee continue d'écrire sa légende. Son premier love à lui, c'était OKC. Depuis, la hype de Russell Westbrook est quasiment finie. Le roi du triple-double a pas mal changé de maillot ces dernières saisons, au contraire de Damian Lillard qui reste fidèle aux Blazers. Point commun entre les deux joueurs, toujours pas de bague au bout du doigt. La carrière de Westbrook ou la loyauté de Lillard? On en parle dans le débat. Soulever des montagnes, Denver sait le faire, mais seulement en saison régulière. Les Nuggets se sont dans la sauce en play-off. Leader à l'ouest, est-ce enfin leur année? C'est notre focus. Hype, épisode 23, saison 2. Hype, épisode 23 sur Sport en France. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Votre dose de NBA pendant une heure. On va discuter un petit peu de l'actualité avec des hommes déjà prêts et chauds et un homme qui revient, dont de ses qui s'appelle Andio Tsakarakis. Comment il va? Je reviens d'endroits indescriptibles. Ça va très très bien. Hâte d'attaquer un numéro qui m'est cher, le 23. Le 23, exact. Pas Draymond Green, plutôt Jordan, tu vois. Plutôt Jordan, pas LeBron aussi. Il a porté 23 Oui, bon. LeBron, pourquoi pas, mais... On a un fan de LeBron invité aujourd'hui, je spoil pas. Paul, la rédac d'Orange Sport est avec nous. Comment tu vas? Bonjour, très bien. Toujours un plaisir d'être avec vous avec un fabuleux invité aujourd'hui. Là encore, on ne spoile pas, mais attention. Attention, ta deuxième avec nous, ça va, t'es à l'aise? Au top. Au top, tout va bien. On va parler d'un joueur. Surtout, c'est devenu une star locale, mais on en parlera pas. On n'en parlera pas non plus. On va rester sur le sujet NBA, notamment les Lakers. Ce sera aussi au programme. Antoine Bancharel du côté de New York est également avec nous. Bonjour Antoine. Salut, ravi de revenir. Le 23, je ne pouvais pas louper. Tu peux pas louper? Bon, C'est quoi le maillot là? C'est quoi le maillot? 55 par contre. Oh, ok. On va revenir pour le 24, c'est un numéro aussi intéressant, le 24 de Kobe. On va accueillir un invité avec le nom peut-être le plus hype de la planète basket, un joueur, surtout un joueur intéressant et important du Boulogne Metropolitans. Steve Oyufat est avec nous. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Salut les gars. On est content de t'avoir, Steve. Ça fait quelques semaines qu'on te court après. On sait que les calendriers, quand on est en saison et en carrière, c'est pas évident. Merci d'être là, surtout. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur déjà de retrouver Angelo et puis de vous rencontrer et puis de pouvoir participer à cette émission. On sait que tu es fan, tu regardes la NBA, tu es fan de LeBron James. Je suis fan de LeBron James. Pas forcément parler de LeBron James aujourd'hui, mais un mot sur le joueur. Qu'est-ce qui fait de toi être un grand fan de LeBron? Sa détermination, son engagement, c'est tout ce qu'il a mis dans le basket depuis qu'il est arrivé, même avant qu'il arrive en NBA. Et ça m'a plu direct. J'ai eu envie d'être comme lui, de me donner à fond sur les terrains et surtout d'atteindre mes objectifs en fait. Simplement, lui, il est arrivé, il a toujours été au top et c'est génial. Ce que tu arrives à faire de similaire à LeBron, c'est duré, puisqu'on va en parler un petit peu plus tard, mais tu es un illustre ancien, entre guillemets, avec toute la valeur de ce mot de la LNB. Et LeBron aussi a une très très longue carrière, on en parlera bien sûr dans quelques minutes ensemble. Le plateau est posé, on va se lancer et on va lancer les news de cette émission dans le hype ou pas hype. Allez, la première news, et ce sera l'unique news d'ailleurs, et pas des moindres de cette émission, c'est tombé en off grâce aux insiders américains, notamment Adrian Wojnarowski. La légende Tony Parker devrait être intronisé au Hall of Fame, donc le panthéon un petit peu des basketteurs les plus rayonnants et importants en NBA. Il n'y a pas que des basketteurs, il y a des coachs aussi, il y a des contributeurs. Et donc, Tony Parker, je vais y arriver, serait donc intronisé au Hall of Fame. On va demander à Antoine, un journaliste du côté de New York, de nous parler un petit peu déjà du Hall of Fame, mais pour l'instant l'info est officieuse. Quand est-ce qu'elle sera donnée de manière officielle aux États-Unis et surtout quand est-ce qu'aura lieu la grande messe qui intronisera donc Tony Parker parmi les légendes du basket? Oui, il y a toujours le savoir-faire américain, le timing, même sur les infos officieuses, est toujours intéressant. Pau Gasol, ça avait fuité au moment du All-Star Game. Là, on sait que le Final Four approche et donc ça devrait être officialisé pendant le Final Four.
La cérémonie elle-même se tiendra le 23 juillet, encore on retrouve le 23, dans un lieu donc, qui est le Basketball Hall of Fame à Springfield dans le Massachusetts. C'est à peu près entre New York et Boston. Un beau lieu à visiter d'ailleurs, c'est vraiment un musée un petit peu entertainment, un peu comme si Disney faisait un musée basket. Donc pas mal du tout, vraiment avec l'histoire, avec aussi un terrain où il y a même parfois des activités, on peut aller shooter un lancer franc à une heure précise, ce genre de choses. Donc voilà, un lieu à visiter. Et ces cérémonies, maintenant on commence un petit peu à être habitués, mais peut-être des fans qui découvrent un petit peu, c'est quand des légendes du sport un petit peu sont intronisées dans ce mémorial. Donc un petit peu vraiment l'officialisation de leur carrière, de leurs accomplissements. Et donc il va y avoir une présentation avant. Et là, ce qui est très intéressant pour Tony, c'est quelle est la personne qui va le présenter au Hall of Fame, avant que lui monte sur scène et fasse son discours, qui va l'introduire. Donc on se pose un petit peu la question, ça pourrait être Boris Dio, ça serait assez intéressant pour le côté français. Il y a toujours le lien avec les Spurs pour le titre de 2014 et sa carrière en bleu évidemment. Puis la belle histoire de leur amitié depuis qu'ils sont tout petits à l'INSEP. Mais à voir, c'est pas sûr, pour y avoir d'autres candidats, donc on attend ça aussi avec impatience. Antoine, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce qu'on n'est pas supposé être introduit au Hall of Fame par un autre Hall of Famer, ou est-ce qu'on a le choix libre de se faire présenter par quiconque Ouais, voilà. Super question, mais non, c'est pas comme par exemple en golf au Masters d'Augusta où on se fait remettre une veste verte par un ancien gagnant qui lui-même a gagné la veste verte. Là, pas du tout. On choisit vraiment qui nous présente au Hall of Fame. Et c'est donc celui qui est honoré cette année-là qui choisit lui-même qui va le présenter. Ok, merci. Un mot sur la carrière de Tony Parker, un légendaire, 4 fois champion NBA, Tony Parker. Tu as forcément suivi son ascension et toute sa carrière. Oui. Est-ce que ça te suggère quand on évoque Tony Parker en NBA ? Le respect déjà, parce que même les Américains, honnêtement, ils ne respectent pas beaucoup les Français, mais Tony Parker, il est validé, il est certifié depuis très très longtemps. Donc honnêtement, j'ai un énorme respect pour Tony Parker. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois et ouais, c'est un exemple pour tout le championnat français et les générations à venir. 4 fois champion NBA, on l'a dit, il devrait être intronisé avec d'autres légendes. Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Pau Gasol, Becky Hammon et Greg Popovich, qui a longtemps coaché Tony Parker. Et du Spurs, là. Aux Spurs. Chauncey Billups aussi est dans cette liste. On se souvient que Tony Parker n'avait pas été élu parmi les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Est-ce que le fait de l'introniser au Hall of Fame, ça pondère un petit peu cette absence ? Tu peux y aller, vas-y. Oui, quelque part, mais bon, même si c'est vraiment deux choses très différentes. Après, je pense qu'il est aussi récompensé du fait donc, de son immense carrière aussi, parce que c'est le premier Européen à avoir été élu MVP des finales. Quand même, donc ça c'est pas rien. Et si on regarde cette classe de 2023, elle est très internationale. Et on peut dire que c'est un peu, ça présage de l'avenir, parce que là, tu regardes les 4 derniers MVP sont étrangers. Il n'y a pas eu de MVP américain depuis Harden. Donc, on sent quand même que le basket NBA commence à devenir de plus en plus international, de plus en plus global. Et c'est une tendance qui va faire que s'accroître. C'est peut-être le premier d'une longue liste. Je pense. Oui, et puis bon, mais pour moi, ça ne fait pas du tout amende honorable sur l'absence d'un Pau Gasol ou d'un Tony Parker. Enfin, il y a eu beaucoup de joueurs, l'absence de Dwight Howard. Je ne démords pas de la présence d'Anthony Davis dans le top 75, par exemple. C'est un exemple comme un autre, mais s'ils ont envie de se mettre, on va dire, à l'abri de ce genre de critiques, faites un top 100. Alors, je sais, c'était les 75 ans, donc il fallait, mais on peut très bien marquer le coup différemment. Mais le Hall of Fame, vu que c'est quand même une entité, et on va dire... c'était acquis quand même, on peut le dire quand même. C'était acquis, de toute manière... 4 titres NBA, un titre de MVP des finales, des présences au All-Star Game. Tu vois, on sait déjà que Russell Westbrook est un Hall of Famer, on sait déjà que Damian Lillard est un Hall of Famer. Il n'y a pas vraiment de discussion sur les mecs qui vont intégrer, en tout cas pas des mecs de ce calibre-là. Ok. On avance ? Sûr. On va discuter tout de suite dans le French Corner avec Steve Oyufat.
Steve, on t'a présenté comme le nom le plus hype de la planète basket. On n'exagère pas quand on dit ça, on va développer ça dans quelques minutes. Mais avant de rentrer sur ce thème un petit peu hype autour de ton nom de famille, on va te présenter quand même, parce que tu es quand même un joueur de basket bien installé en Betclic et puis de manière même générale dans la Ligue nationale de basket. Une grande carrière à l'NB. Grande carrière, voilà. Le tableau s'affiche qui a commencé du côté de Cholet en 2008-2009 et qui t'amène aujourd'hui à être un joueur des Boulogne Metropolitans. Donc on parle d'une carrière longue de aujourd'hui quasiment 14 saisons, si je ne dis pas de C'est surtout sa progression, c'est son évolution vers le haut niveau. Non, mais c'est surtout une carrière LNB qui est marquée par une réelle progression. C'est-à-dire qu'il a monté les échelons au fur et à mesure. Ce n'était pas un joueur qui était formaté pour la Betclic Elite. Sa morphologie était assez frêle. C'est un joueur qui a continué à se former. On sait que les intérieurs prennent un petit peu plus de temps que les arrières. Et puis, il a gagné le respect de toute cette communauté française, de tout ce monde professionnel français, et pour ensuite, désormais, valider sa place en Betclic et mettre le tampon définitif sur le niveau qui est le sien. Et ça a été un joueur de Pro B au panier, un des 2-3 meilleurs postes 4 pendant, proche d'une décennie, et qu'il puisse finir en Betclic Elite maintenant, c'était important pour moi de mettre en avant la satisfaction que j'ai à titre personnel, parce que souvent je pense que les joueurs français sont bloqués par des joueurs étrangers, bien sûr, ouais. et qu'on a beaucoup de joueurs de qualité dans notre antichambre et de manière globale en France, entre les jeunes et les vétérans. Qui tardent un peu à émerger parce que... Qui n'ont pas forcément les portes pour ça, donc voilà. Je suis ravi à titre personnel que Steve... Les éloges d'Angelo Takarakis à Steve Oyufat. Moi, je voudrais justement que tu fasses peut-être un regard introspectif sur ta carrière. On sait que ce n'est pas terminé, mais voilà, 14 saisons. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'a permis justement d'être toujours sur cette mouvance un peu ascendante, finalement? Déjà, merci Angelo. Déjà, et j'ai été formé, malgré tout, par des joueurs de qualité sur le terrain. J'ai eu la chance de jouer contre Angelo, j'ai connu d'autres, Sacha Gifa, je peux donner plein de noms, mais j'ai eu la chance d'avoir ces modèles-là. Sacha qui est un de tes assistants d'ailleurs. Un de mes assistants aujourd'hui. Voilà. Donc ces joueurs-là m'ont permis d'avancer en fait, toujours plus loin, et m'ont donné un exemple, m'ont donné une ligne de conduite, et j'ai suivi ce modèle-là jusqu'au bout. Et c'est vrai que depuis le début, on m'a toujours dit j'étais trop mince, trop petit. On m'a toujours trouvé quelque chose, toujours. Mais voilà. Tu as su dépasser les conditions que certains souhaitaient. C'est trop petit, trop mince, c'est pas des... Puis tu fais partie de cette génération où on était encore sur la transition du poste 4 large. C'est-à-dire qu'on était encore à l'époque où on se dit que les intérieurs doivent être proches de la raquette. Ouais. Même si on acceptait la notion qu'ils puissent s'écarter de temps en temps, Steve, c'est vraiment un poste 4 moderne, longiligne, athlétique, mobile. Et au moment où on parle fin des années 2000, début des années 2010, c'est pas encore standardisé d'avoir un poste 4 très large, capable de jouer face au cercle et 1 contre 1, ou en tout cas autour duquel on construit sur ce type de jeu-là. Donc tu as imposé peut-être une marque de fabrique qui n'existait pas forcément. On m'a toujours dit que j'ai entendu beaucoup de mots tels quels. On m'a dit que j'étais atypique. On m'a souvent répété que j'étais atypique. Alors je ne le voyais pas comme ça. Pour moi, le basket se jouait comme je le jouais ou comme d'autres le jouaient. Et on m'a toujours dit que j'étais atypique et du coup, c'était difficile de savoir comment m'utiliser. Tu penses que c'est Évreux, la clé de ton développement? Oui, clairement. Clairement. Il faut un coach, il faut des conditions, il faut des joueurs. Évreux 2011-2013 ou Évreux 2017-2019? 2011-2013 avec Rémi Valin. Et clairement, déjà, je suis un joueur qui marche avec la confiance du coach. Donc entre les 2 saisons, il vient me voir pour me dire j'ai confiance en toi, tu peux te lâcher, tu peux y aller, tu es mon joueur. Et tu es un électron libre, tu peux jouer au basket. Joue quoi, lâche-toi. Et à partir de là, c'était fini. Ouais, j'ai arrêté de réfléchir et j'ai joué. Et imagine que Évreux, qui est au bord de la descente là et qui a du mal, était au bord de la finale à l'époque de... Alors bon, c'est nous qui les avons éliminés. C'est un shoot au buzzer d'Angelo. Sur des lancers francs. Mais il se souvient de tout. Oui, mais par contre... On a dit qu'on respectait nos invités, par contre. Tout à fait, mais c'est justement pour ça que j'en parle, parce que Steve était le joueur sur qui tout le scouting était basé, parce que c'était la pièce angulaire de cette équipe qui
flirtait avec le très très haut tableau Pro B avec des moyens limités. Et c'était en investissant sur un mec comme lui. Et je pense que c'est vraiment là où tout le monde a eu la notice que Steve Oyufat, c'est du sérieux. Ouais. On saute un petit peu les étapes et on se retrouve aujourd'hui sur cette saison avec les Mets. Tu es un joueur expérimenté donc des Mets, utilisé également. Vous avez eu pas mal de blessés cette saison. Vous êtes quand même 2e au classement, derrière Monaco. Donc la saison semble être pour l'instant plutôt sur de bonnes voies. Comment tu analyses un petit peu les performances les performances de l'équipe et puis une projection peut-être éventuelle sur les playoffs? On a une très grosse équipe, une très grosse équipe talentueuse, qui est un peu jeune, qui manque d'expérience, mais on a on met du cœur sur le terrain, donc je pense que c'est ce qui fait qu'on fait cette saison aussi. On est aussi coaché par un grand coach, donc il faut le dire. Et ce qui nous manquerait serait un peu plus de discipline, mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour réaliser une bonne saison et d'autant plus qu'on vit une aventure assez particulière et je pense que ça a rajouté de l'énergie, ça a rajouté de ce qui pouvait manquer pour pousser cette équipe à faire une très bonne saison. Donc je suis très très fier de la saison, très très fier de mes coéquipiers. Moi dans cette équipe-là, j'apporte mon expérience. J'essaie d'être présent quand le coach en a besoin, même si je ne suis pas forcément, je suis pas le joueur majeur, mais je sais que sur 5, 10, 12 minutes, on va avoir besoin d'un gars comme moi et je suis là pour répondre présent et donner mon expérience. Et tu t'imposes aussi comme ce joueur un petit peu expérimenté qui va conseiller un petit peu les jeunes, qui peut aussi discuter pendant les périodes off, à l'entraînement ou sur des temps morts. Tu es aussi un peu ce joueur-là ou pas? Ouais, clairement. Surtout avec Bilal, j'imagine. Le petit Bilal, Koulibaly. Bilal, ça a été, quand je suis arrivé chez les Mets, ça a été vraiment une des surprises pour moi. La saison dernière, je l'ai rencontré et tout de suite, je suis allé le voir, je dis mais en fait, t'es bon. En fait, t'es bon en fait. Et vraiment. Et je le conseille, mais malgré tout, j'ai mon rôle d'expérimenter sur ce terrain-là. Ouais. Mais avec une équipe aussi jeune, j'ai aussi ce rôle où je dois quand même les suivre en fait. Okay. C'est ce que j'ai appris à faire. Qui mènent peut-être un peu et toi tu es là pour encadrer mais suivre aussi un peu le rythme. On a des nouvelles générations qui arrivent et en fait le basket que moi je connais et que je joue, même si je suis adaptable, il est quand même basé sur des choses du passé et eux ils arrivent avec des nouveaux outils, des nouvelles façons de jouer donc voilà. Je les accompagne, mais ils m'accompagnent aussi. C'est pas forcément sur le jeu en lui-même, mais c'est plus peut-être sur le comportement à avoir, l'éthique de travail, le professionnalisme à amener dans son travail au quotidien. Exactement. Parce que quand on parle de ça, il ne faut pas que les gens se méprennent. On n'est pas en train de... Steve n'est pas là à leur expliquer comment faire un lay-up, mais c'est plus dans la lecture du jeu. Oui, le mentorat, quoi. L'approche du jeu, le professionnalisme et le cadre. Paul, tu suis les Mets, tu as même fait un article sur Steve Oyufat récemment. Comment tu analyses un peu sa saison et même celle des Mets? Alors déjà, je voulais savoir, parce que cette longévité dont on parlait de ton idole LeBron, est-ce que tu dépenses $1 million par an comme lui pour prendre soin de ton corps? Non, malheureusement, désolé pour ceux qui nous regardent, non, je n'ai pas dépensé $1 million. Bon, en tout cas, il est très en forme et bon, ça, il le prouve encore cette saison. Donc les Mets 2e, ils visent le titre, hein, c'est l'objectif maintenant, plus ou moins avoué, on va dire. C'est ça. Je me permets de le dire, mais oui, on joue le titre. On joue pour gagner, quoi. On joue pour gagner. Avec un gros choc contre Monaco dimanche, hein, donc le leader face à son dauphin. Ouais, ça va être dur. Ils nous ont déjà mis une fessée une première fois. Mais bon, ça fait partie du championnat. Et puis, de toute façon, c'est au play-off que ça se joue. Donc, Bon. On continue, tu parlais d'aventure cette saison. On va se remettre dans le contexte d'une aventure qui t'a mis au centre d'une hype folle. Peut-être que tu ne t'y attendais pas, pardon. 4 octobre 2022, les Mets sont invités à Vegas pour 2 matchs d'exhibition contre une sélection de meilleurs jeunes joueurs en provenance de G-League. Donc l'équipe transite, Victor Wembanyama, donc Steve Oyufat, enfin toute l'équipe transite du côté de Vegas pour jouer ces 2 matchs. Et ça donne l'occasion aux médias et au grand public, bien sûr aux sportifs sympathisants des sports US, mais également le grand public, de découvrir Steve, le joueur, mais Steve Oyufat avec un nom un petit peu particulier. Ça a donné pas mal de réactions assez hilarantes du côté des États-Unis. Je vous propose de regarder ça et après on développe avec Steve. A French basketball player has gone viral. Now, not for his skills on the court, but because of his last name. Now, his last name is Steve Oyufat. That's a situation where you got to be in a booth by yourself. Oyufat. Who you talking to? I know you ain't calling me no hoe. No.
I said, ho, you fat. But I ain't fat. No, you're not listening to me. I said, ho, you fat. That's what I said. I heard what you said, and I ain't no hoe, and I ain't fat. No, I'm not talking to you. I'm talking to ho, you fat. I think that honestly, for the sake of the league and the temperature and climate of our world today, we got to put black tape on the front of his name, and you just got to go by you fat, right? You gotta take the hoe off. Take the hoe off. Let's just go with you fat or ho you. One of them got to go. Either the fat got to go or the hoe got to go, but they got to make a choice. You would think that Ho You Fat has an interesting first name too. Right. You'd be wrong. His first name, Steve. Voilà, en partie les réactions, surtout des médias américains. Vous avez reconnu Kevin Hart, hein, l'humoriste qui rate aucune occasion de se moquer ou de faire quelques blagues. Avant de rentrer dans le dur et d'en discuter avec Steve et aussi avec Antoine, un journaliste du côté des États-Unis, savoir un peu comment ça s'est passé aussi dans l'environnement américain et surtout les retours que vous avez pu en faire vous. Steve, déjà l'origine de ton nom, pour expliquer un peu au monde du basket et à ceux qui nous regardent. Alors, c'est chinois, Oui, déjà, dans un premier temps. oui, Et mon réel nom de famille, c'est O. ok, Je fais partie de la famille, la dynastie des O. ok, Et Youfat, c'est le prénom de mon arrière-grand-père, qui, du coup, quand il a quitté la Chine, s'est installé en Guyane, du coup, a créé sa lignée. Donc, il a donné O Youfat à ses enfants, et du coup, ça a suivi. ok. La hype arrive après un premier match qui s'est plutôt bien passé. Victor en plus performe, etc. Tout va bien. Comment ça arrive à tes oreilles? Comment tu te rends compte que tout le monde reprend ton nom, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias américains, et puis même au sein peut-être du public ou des proches qui étaient autour de toi? Alors ouais, c'est vrai que j'avais pas mesuré l'impact. Je savais que ça allait arriver, quelque chose comme ça, mais j'avais pas mesuré l'impact. Et je crois que c'est le lendemain, en fait, en arrivant à la salle à l'entraînement, à celle des Ignite, qu'on vient me voir, on me dit « Kevin Hart a parlé de toi ». Là, je dis « Hein, comment ?» Il me dit « Ouais, Kevin Hart ». Je dis « On monte la vidéo ». Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose, parce que je ne suis pas présent sur Twitter. Je suis que sur Insta, éventuellement, mais je ne suis pas sur Twitter. Et derrière cette journée-là, j'ai tout le monde qui me dit « Mais qu'est-ce qui se passe? T'es sur Twitter, on parle que de Les toi. » coéquipiers, non? Les coéquipiers, la famille, les amis. On a justement l'élément qui nous a été mis à disposition par le club. On remercie d'ailleurs le club de Boulogne-le-Valois. On se met un peu dans ce contexte-là et puis on te redonne la parole. Il est là. Il est là. C'est comment? Ah là là. J'ai une question à te poser, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça fait après un match, de ressentir toute cette hype autour de toi? Dis-le-nous sincèrement. Alors franchement, c'est génial. Génial. J'ai pas beaucoup dormi, je dois le dire. Continue. Ils vont changer ça pour toi, man. Think back today. I'm sitting there dying laughing at you like. No, bro, you know what? I was Bro, dead since ass. my first year as a professional American player, you used to tell me that. They told me that each season, they'd be like, yo, your name is crazy. Mais des highlights dans le panier raté. Did you see Kevin Hart? J'ai fait 5 millions sur un panier raté. J'ai fait 5 millions de vues sur un panier raté. C'est incroyable. J'ai jamais fait ça. Mais quel succès. Oh my god. That's crazy. That was on TV? Sports Center. Crazy. That's crazy. C'est facile à dire. Kevin Hart. Kevin Hart. Like my last name, so if you come to the game tomorrow, I give you that jersey. See you tomorrow. Les images du club de Boulogne-le-Valois qui nous remettent un peu dans le contexte, ça nous fait marrer, Steve. Ouais. Est-ce que toi, justement, ça t'a toujours un petit peu fait sourire ou à un moment donné, il y a quand même eu un Non, stop quoi. je suis clairement habitué à ça depuis un moment maintenant, mais Ok. la partie difficile, ça a été quand même au niveau de ma famille, Ouais. parce que les Chinois ne se moquent pas des noms de famille, Ouais. déjà. Donc il y a eu un moment assez compliqué
où j'ai dû gérer et j'ai reçu des coups de fil assez importants. Mais après, voilà, une fois que tout s'est expliqué dans l'ensemble, j'ai pu en profiter un peu plus. Là, c'est deux cultures diamétralement opposées. Clairement. Tu as les cultures haut contexte et bas contexte. Et les hauts contextes, c'est toujours dans la subtilité, il y a des règles à respecter. Donc les Japonais, les Chinois sont très haut contexte. On n'insulte pas, on ne se moque pas. Les Américains, c'est très bas contexte. Justement, le contexte américain, Antoine, avec toi, tu vis aux États-Unis. La dimension peut-être un peu humoristique est sûrement différente de l'appréhension de ce qu'on peut en faire en France. La hype sur le nom de Steve, donc Oh You Fat, est-ce que tu comprends un peu le fait que c'est dépassé un peu le cadre du basket et que ça ait fait rire un peu tout le monde? Ouais, c'est normal, mais je pense pas que d'ailleurs il y avait vraiment un côté se moquer. Hein. C'était vraiment juste, au contraire, c'était plaisir, quoi. Genre ce nom, il est tellement marrant qu'il fait plaisir. On va pas louper l'occasion de le souligner, etc. Mais il n'y avait pas une atteinte à la personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La personne se disait, on va se moquer de lui ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste ce nom. Ici, il est dingue. C'est tout. Ouais. Non, mais tu vois, même Kevin Hart, il est très sincère, il en rigole, mais c'est le délire de prendre le maillot du mec. C'est plus un folklore populaire que le fait d'essayer de diminuer ou rabaisser une personne. Au contraire, hein, il en bénéficie énormément de cette aura, on va dire, aux États-Unis, où ça devient une personne publique. Justement, je crois que tu as surfé un peu positivement sur la chose en créant des t-shirts à l'effigie de ton nom. Des t-shirts, des maillots, enfin il y a pas mal de petites choses qui sont... Et Kevin Durant, t'aurais pas un maillot à toi, quelque chose comme ça? Il a reçu. D'accord. Il a reçu, quelques joueurs ont reçu. On le voit à l'antenne, ce serait ça, le maillot qu'il a? C'est ça, oui. Okay. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc il y a plusieurs joueurs qui l'ont. Je ne peux pas dire les noms, s'ils en parlent, tant mieux. Mais on est habitués, hein. Nous, dans notre microcosme LNB, ça a toujours été, et Steve, il le sait, hein. Je t'ai dit, mes coéquipiers, les réactions... C'était tous les jours, quoi. Non, mais c'était incroyable. Jusqu'au jour où on fait notre match et après on n'en parle plus, surtout quand il aura cassé le cul, mais ça c'est autre chose. mais sinon, très bien. Tu vois. Ouais. Allez, deux questions, sur... avec toi, Steve, et notamment la hype de Victor. Tu le vis au quotidien. Comment est le joueur? Est-ce que c'est facile pour vous à gérer le fait qu'il y ait beaucoup d'interactions médiatiques et qu'il soit un petit peu la pierre angulaire du projet de votre saison? Alors, je vais parler pour moi, mais j'ai pu observer mes coéquipiers plus jeunes dans leur comportement. Moi, personnellement, ça a été une aventure hyper intéressante, hyper enrichissante. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait en France. Je n'ai jamais vécu ça et là, je le vis de l'intérieur. Donc, déjà, toute la hype autour de lui, elle est extraordinaire, honnêtement. Je n'ai jamais vu un autre joueur au monde avoir cette hype-là à cet âge-là. Et d'être attendu autant, j'ai jamais vu ça et c'est génial. C'est génial, ça nous arrive à nous Français et à lui. Ouais. Le joueur en lui-même, il est mature. Franchement, je m'attendais pas à autant. Il gère bien, il est hyper il reste solide, il est hyper bien éduqué. Non, honnêtement, c'est un joueur professionnel, mais depuis plus longtemps que moi, j'ai l'impression, honnêtement. Et il sait où il va, il se donne les moyens, très discipliné, il perd pas de vue ses objectifs, et il est très respectueux. Et ils étaient il a un engagement pour l'équipe, c'est impressionnant. Donc je suis très fier d'être son coéquipier aujourd'hui. Et ça me donne plus envie de me battre pour lui chaque fois parce que je vois que il se retient pas, quoi. Il se retient pas. Et donc avec Victor et toute cette jeunesse et l'expérience, là où Konaté aussi fait partie des joueurs expérimentés qu'on a reçus ici, objectif play-off et éventuellement chercher, soulever le titre, c'est ça? Ouais, objectif play-off dans la meilleure position possible. Et puis le titre, forcément, ça ferait du bien à tout le monde. Il n'y a que deux équipes poil à gratter. Quand je parle poil à gratter, c'est vis-à-vis de Monaco et de l'Asvel. Je ne parle pas de poil à gratter dans une série play-off. Même une équipe comme Rouen est capable d'embêter son monde parce qu'ils sont tellement flamboyants offensivement. Sur un match, ils peuvent faire n'importe quel exploit. Mais sur une série play-off, les vraies équipes à l'heure actuelle qu'on peut regarder du coin de l'œil en se disant ça peut passer, c'est Boulogne-le-Valois et Cholet. Pour moi, ce sont les deux équipes qui vont potentiellement... Alors, c'est toujours rare d'avoir les 4 premiers du championnat qui sont oui, mais qui peuvent avoir vraiment leur mot à dire. Qui auront leur mot à dire, parce que trop d'irrégularité avec Le Mans, avec Dijon... si tu veux, c'est une exception. Bon, ils seront prêts. De toute façon, vous serez prêts pour affronter toute équipe et tout contexte que vous proposera. On continue, hein, mais ouais.
L'objectif il est clair pour tout le monde, donc on sera prêt. Bon, on va laisser la LNB et Boulogne-Valois pour retourner aux États-Unis et parler de deux meneurs stars, Russell Westbrook et Damian Lillard, dans le débat de la semaine. Allez, la grosse discussion de la semaine va opposer Damian Lillard et Russell Westbrook, deux meneurs stars, all-stars et même légendaires de la NBA, qui ont plusieurs points communs. Élus dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, des joueurs non titrés à l'heure actuelle, mais un point les distingue. Damian Lillard est un joueur des Portland Trail Blazers depuis le début de sa carrière, commencé en 2012. Et voilà, donc ça s'affiche. On va présenter Damian Lillard d'abord. Donc 32 ans, poste 1, expérience NBA. Vous voyez aussi les stats en carrière, donc c'est pas mal. Plus de 25 points, quasiment 7 passes. Ok, donc on voit la fiche de Damian Lillard, là, joueur de 32 ans, poste 1, 1m83, 88 kg, drafté donc 6e en 2012 déjà, ça remonte. Donc il y a 11e saison NBA, toute passée du côté de Portland, 25 points de moyenne et quasiment 7 passes, donc un joueur influent et puis qui a fait quand même des campagnes de playoffs avec une finale de conf récemment face aux Warriors. Et donc on présente Russell Westbrook, également poste 1, qui a commencé du côté d'OKC, qui est un peu plus vieux, 34 ans, drafté en 4e position par Seattle, une franchise qui n'existe plus en 2008 et qui est donc passé par OKC, Houston, Washington, Los Angeles Lakers et donc arrivé récemment aux Clippers. Voilà pour la présentation de ces deux joueurs. Vous les connaissez. On va peut-être déjà s'arrêter sur cette présentation et se poser la question ensemble de savoir ce que vous préférez. La loyauté de Damian Lillard ou, on va dire, la recherche de titres collectifs de Russell Westbrook. On se pose d'abord là-dessus. Je sais qu'Angelo est très très chaud. Moi, je vais d'abord aller vers Antoine. Ton avis un peu sur cette question un peu ouverte. Et après, on discutera avec Steve. Je veux dire, si on pouvait avoir les accomplissements individuels et même la finale de Westbrook, plus le côté loyauté de Lillard, ça serait beau. Après, finalement, Russell Westbrook a quand même été pendant très longtemps très loyal au Thunder, à OKC, donc on peut souligner ça quand même. Il ne faut pas le poser dans un extrême non plus. Par contre, oui, ce qui s'est passé derrière, il a fallu qu'il trouve un petit peu sa voie et je lui reproche pas personnellement, il y a d'autres choses que je peux lui reprocher. Après, bien sûr, sur le principe, on trouve ça toujours, c'est beau, et puis surtout, c'est en contradiction avec beaucoup de choses qui se sont passées ces 10-12 dernières années en NBA. Le fait de rester avec une franchise, c'est quand même, il y a quelque chose de magique là-dedans, et moi, personnellement, je serais toujours attiré vers ça, quoi. Alors si on évoque un peu ces deux joueurs et qu'on pose un peu ce débat sur la table, c'est que Damian Lillard s'est exprimé dans un podcast de JJ Redick il y a quelques semaines sur la fidélité et la recherche aussi de bagues qui oblige, qui contraint les joueurs à changer de franchise pour être justement titrés et laisser une place dans l'histoire de la NBA. Et lui, il trouve qu'il y a plus de valeur à accomplir ça dans sa franchise d'origine. Je me tourne vers Steve, mais avant de te poser la question, Steve, on peut peut-être aller sur le palmarès des deux joueurs. Damian Lillard, c'est 7 fois All-Star, 6 fois All-NBA, et il y a un All-Rookie donc en 2012-2013, et puis Rookie de l'année, donc de la même année, 2012-2013. Là où, donc voilà, ça s'affiche, je vais un peu vite, je vais ralentir, là où Russell Westbrook est 9 fois All-Star, 9 fois All-NBA, 2 fois MVP du All-Star Game, 1 fois de la saison régulière, 2 titres de meilleur marqueur et 3 titres de meilleur passeur. Sur la fidélité, Steve, en France, c'est un peu différent. On fait un peu ce qu'on peut. On essaie de signer les contrats qu'on a. Mais par contre, en NBA, on a connu une époque où Jordan et d'autres restaient longtemps dans leur franchise. Est-ce que ça a plus de valeur que de gagner un titre dans sa franchise? Ou quand on n'est pas en mesure de le faire, de se dire « Ok, c'est pas là, je ne suis pas dans la meilleure situation. Je vais chercher la meilleure situation pour pouvoir gagner. » Je pense que tout dépend de l'histoire qu'on veut raconter. Je pense que ça se joue là, parce que finalement, les deux joueurs font une très belle carrière. Je pense qu'il y en a un qui est plus sur un projet collectif et l'autre qui est plus sur un projet individuel. Donc je vois ça comme ça, moi, personnellement. Et il n'y a pas de meilleur choix. Je pense que, comme on a dit, Westbrook, quand même, il a essayé. Il a essayé. Ses copains sont partis avant lui, faut le dire. Et il a quand même envie de gagner des titres. Donc je pense qu'à OKC, il se sentait un peu limité. Donc il a essayé de rejoindre d'autres projets. Là où Damian, il fait son chemin quoi qu'il arrive. Donc c'est deux projets différents.
L'un n'a pas plus de valeur que l'autre pour toi? Puis il y a une nuance entre la loyauté de Westbrook et celle de Lillard. Ouais, je vais bien t'entendre. Bah, en fait, si tu veux, Westbrook avait une équipe qui est allée en finale, qui s'est démantelée au fur et à mesure. Ils n'ont pas signé à Harden, qui a été, je pense, le début de la fin pour eux. Ils ont quand même réussi et ils ont emmené en une série de 7 matchs où ils mènent 3-1 face à Golden State. Ils se font éliminer, mais avec Durant et Westbrook, ils étaient en position d'aller de nouveau en finale NBA. Ils ont échoué pour des... C'est l'histoire qui est, qui est comme ça, mais si tu veux, derrière, une fois que Durant part, il est vraiment seul au monde dans une équipe qui n'a absolument aucune chance de faire quoi que ce soit, même de faire ce qu'a fait Portland, aller en finale de conférence. Portland, c'est différent. Portland, avec Lillard, ils sont allés avec CJ McCollum et consorts en finale de conférence. Ils ont toujours été une solide équipe, même s'ils ont eu quelques années de difficultés, mais dans la construction du projet, il y a quand même une dynamique complètement différente. Parce qu'ils commencent en haut du haut avec Durant et Harden, derrière ça se démantèle, et pour lui, sachant qu'il était vieillissant, que ses meilleures années allaient être derrière lui s'il enchaînait comme ça, il part. Mais on ne peut pas lui reprocher à lui de partir une fois que les deux autres sont partis. Lillard, il construit depuis le début. Il va jusqu'en finale de conférence, ça échoue. Il essaye d'ajouter les pièces. Pour moi, ce n'est pas Lillard le problème, c'est plus le management de Portland et surtout le fait que Portland ne soit pas un marché attractif. Ils ont réussi à drafter OKC, Seattle. Ils draftent Harden, ils draftent Durant, ils draftent Westbrook. Portland n'a pas réussi à drafter une équipe qui puisse mettre autour de Lillard un talent qui leur permette d'atteindre ce niveau. Et d'ailleurs, Lillard n'a jamais joué avec des joueurs de la trempe de. Westbrook a joué avec, donc tu disais Durant, Harden, après LeBron, Paul George. Lillard n'a jamais. C'est McCollum le meilleur joueur avec lequel il a joué, quoi. Donc c'est quand même extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Et je trouve que plus ça va, plus il est respecté, alors que plus ça va, moins Westbrook est respecté. C'est un peu, ils ont un peu des trajectoires inverses. Et ça joue, je trouve, en 2019 avec le fameux Dame Time face à Paul George. Où il s'embrouille toute la série et tout. Et à partir de là, en fait, Westbrook a fait que descendre, alors que il a continué son ascension, on va dire, Lillard, quoi. Donc il y a un vrai, je trouve, un vrai moment charnière en 2019. Quoi. Okay. Des propos de Damian Lillard que je peux vous lire qui ont été donnés à ESPN, c'était le 28 février dernier. Alors l'herbe, en parlant de Westbrook, pour peut-être justifier justement sa carrière et ses choix de carrière Lillard, l'herbe n'est pas toujours plus verte quand vous quittez une franchise. Regardez Russell Westbrook, il est parti d'OKC pour aller à Houston. James Harden a décidé de partir et Russ s'est retrouvé à Washington. Puis on l'a tradé de Washington aux Lakers. Le voilà dans une 4e équipe en 4 ans. Donc c'était avant qu'il arrive du côté des Clippers. Est-ce que c'est pas une déclaration qui... au-delà même de d'entacher un peu les choix de carrière de Westbrook. Non, c'est pas du tout ça. C'est quoi alors? C'est pas une attaque ni sur Westbrook et ni sur le fait d'avoir fait un choix. Okay. C'est-à-dire que son choix à Westbrook aurait très bien pu être fructueux. Hein. Ça aurait pu fonctionner quand tu y penses. Mais il dit pas qu'il aurait dû rester là où il était. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Il dit juste l'herbe n'est pas plus verte. C'est-à-dire que quand tu entreprends ce type de projet, tu n'as aucune garantie que ça fonctionne. Et tu peux même te retrouver dans une spirale très très négative telle que celle de Russell. Donc il utilise Russell comme exemple plus que de faire. C'est pas du tout une attaque. Il a un énorme respect pour Russell. Les deux sont des égaux, hein, si tu veux, dans l'échelon. On peut même mettre Russell Westbrook un peu au-dessus de Lillard dans la hiérarchie all-time pour le moment par rapport à ça. Ce sera une de nos discussions après ça. Tout à fait. Mais si tu veux, la discussion existe. Okay. Mais c'est pas quand les gens lisent, s'il y en a qui analysent ça comme étant une attaque personnelle ou même le fait de critiquer le choix de Westbrook, ils se méprennent. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de prendre un exemple concret de quelque chose qui est visible, tangible, et d'expliquer le pourquoi du comment son opinion est ailleurs. L'avis de Steve. Je suis d'accord, je partage totalement. Ok, pas une attaque. Non, je pense pas. C'est juste que effectivement, il faut. Les gens vont le voir comme ça, mais je pense que les deux joueurs, bien sûr, Russell est au-dessus, mais les deux joueurs se valent sur les choix de carrière ou sur l'ambition, etc. Mais non, je pense pas que ce soit une attaque. Je le vois pas comme ça. Si Houston va en finale NBA, est-ce que là on critique Westbrook et qu'on dit pourquoi t'es parti alors qu'ils étaient. Non, mais après. C'est comme à OKC, ils sont tout proches. Hein. Il analyse quand même des faits qui ne se sont pas passés. C'est pour ça que je pense qu'il prend cette position, même si elle n'est pas là pour attaquer le joueur. Et alors d'ailleurs, à ce sujet, la saison dernière, Lillard avait défendu Westbrook quand il se faisait huer, critiquer aux Lakers. A raison. Il l'avait vraiment défendu. Il a dit moi, je ne serais jamais capable de faire ce qu'il a fait. Il a fait 4 saisons en triple-double, Westbrook. Eh ben, tu spoil un peu parce qu'on a le complet. Transition. Merci. On va vous le diffuser et puis on continue à en discuter. Donc, Lillard sur Westbrook. So Westbrook's career and legacy is undeniable. Like, that's just the bottom line. The career he's had, what he's accomplished, the things that he's done
Nobody else has been able to do it. Like with all these triple doubles, I don't care if you stat chasing or whatever people want to say. If I try to go every game and get a triple double for a whole season, I can't do it. And there's a lot of other people that can't do it either. Like that's hard in itself to actually do it, whether you're trying to do it or not. Right. I mean, what he's done, is undeniable. Donc vous avez reconnu Shannon Sharpe et Damien Lillard. Antoine, Damien Lillard, pardon, oui, Westbrook, je me trompe sur les deux joueurs. Westbrook est arrivé du côté des Clippers maintenant. On voit que ça va un peu mieux. Les stats sont un peu plus à la hauteur de ce qu'il était en mesure de faire. L'équipe est encore en play-off. Qu'est-ce qu'on reproche à Russell Westbrook? On sait que ça ne s'est pas bien passé forcément du côté des Lakers. Là, les chiffres sont mieux. Ça a l'air d'être un bon coéquipier. Paul George, que ce soit Kawhi, que ce soit Nicolas Batum, tout le monde pense qu'il est au niveau et qu'il répond aux attentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut reprocher réellement à Russell Westbrook? En fait, on a surtout reproché à Russell Westbrook d'être Russell Westbrook, quoi. Ouais, merci. En gros, on l'a fait venir dans une équipe, on en a parlé plusieurs fois, où son profil n'apportait rien de plus et même quelque part amenait encore plus vers certaines tendances de manque de shoot, etc., qu'il y avait aux Lakers, qui étaient donc plus des désavantages que des avantages. Mais en même temps, il n'allait pas se réinventer à l'âge qu'il a, etc. Alors, il a un petit peu essayé, il y a eu quelques ajustements, mais c'est juste que c'était une erreur de casting, soit de lui, soit des joueurs qui ont été mis autour de lui. Même si ce n'était pas la star, etc., à lui de s'adapter et tout. Enfin, quand il a fait la carrière qu'il a fait, sur le profil qu'il a, qui en plus est quand même assez particulier, où on sait que ça ne va pas changer d'un coup, il y avait pour moi ce reproche-là, on lui reprochait tout simplement d'être lui-même. C'était aussi une grosse manière je sais comment ça se passe à New York et je sais aussi comment ça se passe à Los Angeles quelque part, de faire un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Il y avait plein de dysfonctionnements aux Lakers, mais au final on parlait surtout beaucoup de Westbrook parce qu'il y avait une hype négative autour de ça, et au bout d'un moment c'est juste pas tout à fait correct. Alors ça veut pas dire qu'il n'est pas critiquable et qu'il n'y a pas de reproche, c'est évidemment qu'il y en a beaucoup. Maintenant on voit aussi que il est toujours à Los Angeles, qui est vraiment sa ville, donc c'est important pour lui d'y être et que ça se passe bien. Ça a été, on l'a vu, très marquant pour lui que ça ne se passe pas bien aux Lakers. Donc si là, ça peut bien se passer aux Clippers, où c'est un petit peu plus sain en termes de culture, ou pour l'instant en tout cas, où il y a des joueurs qui sont un petit peu plus bienveillants à son égard, parce qu'aussi on s'en connaît certaines difficultés. Qu'on entend le discours de Nicolas Batum, moi j'y étais au moment où ça faisait une semaine ou deux que Russell était dans l'effectif. Nicolas disait on va tous être très patients, parce qu'il vient d'arriver, il doit découvrir pas mal de choses. Nous aussi, on doit apprendre à jouer avec lui. Et voilà, c'était pas ce type de discours qu'on entendait aux Lakers, quoi. Il y avait ce côté on est les Lakers, il faut que de suite ça marche, on va tout casser et tout ça. Et voilà, donc là on est sur autre chose. On attend de voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense que tous ici, on reste fans de NBA, donc on a envie que ça se passe bien pour des acteurs qui ont compté. Et Russell Westbrook, ça fait un petit moment qu'il compte et est fort, quoi. La déclaration de Nicolas Batum, on peut la lire. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais mentionner. Au sujet donc de Russell Westbrook, ce n'est pas toujours une question de basket. Parfois, il s'agit aussi de bonheur. Russell Westbrook est heureux d'être ici. Il souriait hier dans les vestiaires. Donc, c'était une déclaration de Nicolas Batum pour Clutch Points Up, donc en février. On peut continuer d'ailleurs sur les... Oui, Antoine. Même si on a tous pratiqué le basket à des niveaux absolument divers ici, on sait très bien que ça reste un sport d'adresse. Un sport d'adresse, c'est quoi? C'est un sport de confiance. Si t'es pas bien dans ta tête, tu vas pas bien jouer au basket. Ça devient quasiment injouable, quoi. Sur Russell Westbrook et ses difficultés d'adaptation, Steve, tu as fait plusieurs clubs, joueur expérimenté, on l'a dit. Westbrook était expérimenté. Comment on fait quand on arrive dans un groupe comme ça et qu'on a été numéro 1 dans sa précédente franchise et qu'il faut s'adapter et peut-être mettre un petit peu moins de valeur sur certains aspects de son jeu pour faire briller l'équipe? Quand on est un joueur adaptable, c'est plutôt facile. C'est vraiment, on sait qu'on va rentrer dans un collectif, on sait qu'on peut apporter un nombre de choses limitées, mais qui vont être très importantes pour l'équipe. Westbrook, je ne sais pas dans quelle mentalité il est arrivé dans les différentes équipes, les différentes franchises dans lesquelles il est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à OKC, c'était quelqu'un. Ouais. Et peut-être qu'il est parti avec ce bagage-là en voyageant.
et plutôt que de rentrer dans un collectif. Donc, moi, je le vois pas comme quelqu'un autour de qui on crée une équipe en fait. Donc, Par contre, lui peut-être se voit comme ça, non? lui peut-être se voit comme ça. Tu le vois pas comme quelqu'un autour de qui on crée une équipe, c'est-à-dire que ce soit lui la base angulaire. Oui, ouais. J'ai du mal à le voir comme ça. Après, c'est que mon avis, hein, mais j'ai du mal à le voir comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il a peut-être compris ça, il a préféré partir. Mais malgré tout, arriver ailleurs et le placer sur de hautes responsabilités, emmener une équipe au play-off, emmener une équipe au titre, j'ai du mal à le voir comme ça aussi. Bon, mais par ça, contre, ça s'est pas vérifié hein, à son passif. Paul. Ouais, je pense que maintenant, il va surtout être utilisé dans un rôle d'energizer. Enfin, on voit d'ailleurs Tyronn Lue au début aux Clippers, il ne le faisait pas jouer lors de la fin des matchs. Ouais. Et comme le disait Antoine, il n'était pas du tout adapté aux Lakers, parce qu'à côté de LeBron, tu as besoin d'avoir des shooters à 3 points. Quoi. Et donc ça n'a jamais été son jeu à lui. Et donc là, aux Clippers, ça va, il met 36 points hier, mais bon, les Grizzlies sortaient d'un back-to-back, il n'y avait pas Jaren Jackson, il n'y avait pas Desmond Bane, et il n'y avait pas Kawhi, Paul George, donc je pense que c'est très particulier. Et à terme, je pense qu'il va devoir se limiter à un rôle d'energizer. En tout cas, s'il reste dans une franchise comme ça, qui a des hautes ambitions des en grosses playoff. ambitions, ouais. Okay. Un joueur de complément, de rôle plus dans une grande franchise pour éventuellement une vingtaine de minutes, quoi, gagner un titre. Pas plus. Il y a des anciens joueurs NBA qui ont su changer leur rôle pour justement gagner des titres à l'époque du three-peat des Lakers, notamment dans les années 2000. Il y a une vérité à rétablir, Sylvain, c'est que Westbrook est connu, reconnu au sein de la communauté NBA comme un coéquipier extraordinaire. Et il n'a jamais été un cancer de vestiaire, il n'a jamais été un joueur problématique à coacher. Un meneur Hall of Famer selon Kawhi Leonard. Hein. Il apporte de l'énergie à l'équipe et du rythme. Mais bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, et puis aussi pour recadrer, tu te souviens quand on avait discuté du fait qu'il y avait le trade et que Russell Westbrook allait aux Clippers, je me suis frotté les mains, j'ai dit, vous allez voir, il shoot le meilleur pourcentage au tir en carrière. Il est à quasiment 50% au tir. Et on ne peut pas dire que c'est sur 3 matchs, on approche de la vingtaine. Et même s'il se trouve complètement jusqu'à la fin de saison, il va finir cette saison avec le meilleur pourcentage qu'il ait eu de toute sa carrière. Ça, c'est numéro 1. Il a le meilleur pourcentage à 3 points de sa carrière depuis 8 ans. Il a le moins de ballons perdus en carrière depuis 2014. C'est-à-dire qu'il y a un contexte Ce qui serait intéressant avec Russell Westbrook, c'est de pondérer ses stats dans les moments importants du match. Et notamment en fin de match, money time, etc. Savoir s'il est capable de garder la balle, s'il est capable de mettre les tirs dont l'équipe a besoin. C'est ce qu'il n'a pas toujours montré. Je l'entends complètement, mais rares sont les joueurs qui l'ont montré. Pour un joueur d'expérience. Rares sont les joueurs en NBA qui ont... Rares sont les joueurs qui sont MVP, etc. Ah, mais justement, là, on est en train d'aller dans des hauteurs où l'air est très c'est pour ça qu'on se doit, entre guillemets, on aimerait être exigeant avec lui. Mais on a le droit de l'être et on devrait l'être, parce que c'est aussi comme ça qu'on différencie les grands des très grands et autres. Donc, tu as entièrement raison d'être exigeant et tu as entièrement raison de mettre ton doigt sur le fait qu'il ait certaines carences. Mais... entre la tollée qui se mange dans les médias. Ah oui, c'est beaucoup trop... Et le fait qu'on oublie complètement que ça reste un de joueur de basket. Ouais, un quoi? Un okay. Un ok. Pour éviter de... Je m'auto-bip, mais c'est super important parce qu'il faut lui donner ses fleurs. Et le garçon... Alors, on va essayer de lui donner des fleurs avec une question. On va finir ensemble. Désolé de te couper parce qu'il faut qu'on avance. Vas-y. Russell Westbrook ou Damian Lillard, c'était aussi la question un petit peu de notre débat. À date, là, si leur carrière devait s'arrêter, on ne leur souhaite pas. Qui est devant? Russell. Antoine, Russell ou Lillard? C'est compliqué de ne pas prendre en compte le palmarès, c'est forcément Westbrook. Paul? C'est vrai que tu prends les stats pures, c'est forcément Westbrook. Westbrook a 4 saisons NBA de plus que Lillard aussi, donc il faut aussi prendre ça en compte. Vrai. Mais là, aujourd'hui, indéniablement, Westbrook est au-dessus. Ouais. Dans la hiérarchie, de manière pragmatique, c'est Westbrook. Pour les puristes, on sait très bien que Lillard est un meilleur joueur de basket. Très bien. Wow, ça, c'est une autre discussion qu'on ne va pas ouvrir maintenant. Il nous reste très peu de temps, malheureusement. On va ouvrir, par contre, une discussion sur les Denver Nuggets dans le focus de la semaine. Allez, quelques minutes sur les Nuggets de Denver. Très très bonne équipe de la conférence Ouest en NBA, première de sa conférence. On va se poser la question de savoir si c'est leur année, puisque les saisons régulières
En général, ça leur réussit. Voilà, il y a pour l'instant, en 75 journées, une place de première place, 51 victoires et 24 défaites. À domicile, ça se passe bien. 32-6 et à l'extérieur, c'est pas mal aussi. C'est un peu plus à l'équilibre, mais 19-18. Des joueurs régnants, Nikola Jokic, Michael Porter Jr. qui est plus régulier. On a un Jamal Murray qui est en pleine santé. Aaron Gordon aussi qui fait des choses. Donc c'est un peu le quatuor. Très bien coaché cette équipe. Donc première de la conférence Ouest. Est-ce qu'ils peuvent passer le cap des playoffs et surtout être un vrai prétendant finale de conf et voir en finale NBA comme on est en train de voir par rapport à leur performance de saison régulière? Déjà, la question qui se posait déjà pour cette saison, c'est le physique. On ne savait pas, il y avait des blessures la saison dernière, donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Ça tient la route pour l'instant. Maintenant, je me pose la question, à quel rythme ils sont là? Est-ce qu'ils sont au top de ce qu'ils peuvent faire? C'est la question que moi je me pose. Plancher ou plafond, quoi. Voilà, exactement. Okay. Moi, c'est une histoire de match-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Il y a ce côté match-up. D'ailleurs, Paul Pierce est d'accord avec toi. Il pense que s'ils affrontent les Lakers ou les Warriors au premier tour, ils ont de fortes chances de sauter. Voilà. Forte chance de sauter. C'est Paul Pierce. Paul Pierce, ouais. Boston. Bref. Antoine, sur les propos de Paul Pierce et sur les opportunités qu'auraient les Nuggets à sortir. On voit que tu portes un maillot en plus d'un ancien Nuggets. Attention, Antoine, là, tu vas faire un mime là, avec ton visage. Là. Attention, c'est le mime. Là. Mais justement, la dernière fois qu'on a vraiment entendu de Paul Pierce, lui aussi, il avait des plantes derrière lui, mais c'était pas les mêmes que celles-là. Et je crois que ça affecte un petit peu son jugement, sa consommation. Donc, faut qu'il fasse un petit peu gaffe sur ses avis. C'est pas la première sortie qui fait un peu dingue comme ça. Non, les Nuggets restent très forts. Ouais. Je vais être tout à fait franc, je les ai pas tellement vus jouer que ça. J'ai eu des nuits un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai un bébé à la maison, donc la conférence j'ai un petit peu moins de regarder que d'habitude. Et du coup, je suis allé voir ce que les médias qui couvrent la conférence Ouest disent des Nuggets. Et donc les spécialistes qui suivent différentes franchises de l'Ouest, qui donc les ont beaucoup vus. Et voilà, tout le monde les met en haut du panier sur la saison, mais même vers les playoffs. Il y a juste une petite contradiction, c'est que la plupart des médias les voient aller jusqu'au final. Par contre, les attentes que devraient eux-mêmes avoir les Nuggets de leur playoff devraient être la finale de conférence dans les votes qui ont été faits sur ce sondage. Donc je trouve qu'il y avait une petite contradiction là-dessus. Mais c'est une équipe qui forcément est forte. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ça se joue entre les Nuggets et le Jazz depuis ces dernières années. Quel allait être le projet qui allait vraiment réussir à ce que la mayonnaise prenne et que du coup puisse dominer la conférence Ouest? Et il se trouve que c'est les Nuggets qui l'ont fait. Souvent d'ailleurs en sortant le Jazz au passage dans les playoffs, ils se sont pas mal croisés. Et on a envie de voir jusqu'où ça aboutit, porté par un Jokic double MVP. Ce sera intéressant qu'on ait un scénario un peu à l'ancienne, là où il ne gagne pas le MVP, mais il va jusqu'au final, voire peut-être le titre, etc. Mais en tout cas, c'est une histoire intéressante. On parle de sport, mais on parle aussi d'histoire autour du sport. Et cette histoire de Denver, des Nuggets, de Jokic, effectivement, j'ai un petit maillot pour Dikembe surtout, celui-là, ce qui reste dans nos cœurs, on en a parlé au début de la saison. Voilà, on a envie de voir jusqu'où ça va, et si ça peut aller très loin, c'est une belle histoire, je trouve, qui s'écrit. On va se replonger un peu dans les 4 dernières saisons des Nuggets pour situer un petit peu ce qu'ils faisaient en saison régulière et ce qui s'est passé pour eux en play-off. On part de 2018-2019, deuxième de la saison régulière et éliminé en demi-finale contre Portland de Damian Lillard. 2019-2020, troisième en saison régulière et donc finale de conf contre les Lakers et donc une défaite. Demi-finale contre les Suns en 2020-21 et donc premier tour contre les Warriors en 2021-2022. Donc il y a un vrai problème quand on passe en play-off. Steve, tu me disais un petit peu en off, il y a la saison régulière et puis ensuite il y a la vérité des play-offs et forcément des fois on n'arrive pas à se mettre au niveau. Qu'est-ce qui te fait dire, ce sera la dernière question de notre focus, qu'ils ont peut-être une chance cette année d'aller au bout de leur histoire? Un élément comme ça. La combativité. Je trouve qu'ils sont assez... il y a de la combativité. Ça joue bien au basket, honnêtement. Maintenant, on verra. La continuité peut-être aussi de l'effectif qui n'a pas lâché. Antoine parlait du Jazz qui a lâché un peu le projet. Eux, ils ont continué. On est sur un projet sur du long terme, moyen long terme. Donc, c'est cohérent.
c'est cohérent. Après, on sait que... Dur, les mecs. Enfin, on reparlera des Lakers de toute façon là. Non, mais ils ont jamais été favoris à l'Ouest. C'est la première année où ils sont favoris. C'est là qu'il faut les attendre au tournant. Parce que qu'est-ce que vous voyez sur le croquis? Troisième. De pas aller en finale ou de pas être gagné Ce la serait un échec? Mais c'est pas que c'est un échec, mais je veux dire qu'ils perdent contre qui? Ils perdent contre les Lakers, champion NBA. Ils perdent contre les Suns, finale NBA. C'est juste l'échec de l'année dernière, mais ils sont 6e de la conférence. Et Golden State finit quoi? Champion NBA. On va observer, la fin de saison régulière là, arrive bientôt, on fera le point quand ce sera terminé et on verra effectivement s'ils peuvent prétendre et s'ils ont toutes les armes d'ailleurs pour prétendre, parce que la notion de blessure, etc. c'est aussi important. Ouais. On observera ça bien sûr ensemble. Merci à Steve Oyufat d'avoir été hype avec nous. Merci à vous les gars. C'était un vrai plaisir de t'avoir et puis bonne continuation pour la suite de ta saison. On espère que vous soulèverez le trophée. LNB, merci. La coupe à la maison. La coupe à la maison, merci, je l'avais pas. Merci Angelo, merci Paul, merci Antoine, merci la régie et Lucien pour la préparation de cette émission. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Hype. Ciao.